Mes bien chers amis, l'année 1961 restera marquée dans l'histoire du Canada par la lutte ouverte qui a éclaté entre le gouvernement du pays et le gouverneur de la Banque du Canada. Le gouvernement du pays, c'est celui de Diefenbaker, dont Donald Fleming est le ministre des Finances. Le gouverneur de la Banque du Canada, c'est M. Coyne, qui devait finir son terme à la fin de cette même année 1961. Le conflit, c'est que le ministre des Finances a demandé au gouverneur de la Banque du Canada de donner sa démission. Et le gouverneur de la Banque du Canada a refusé de s'en aller. Au fond, ce n'est pas seulement de ces jours derniers de la session de 1961 que le conflit existait entre les deux personnages. Ils n'ont dû jamais s'entendre parfaitement depuis 1958. Au fait, c'est un événement de marque. C'est la première fois dans l'histoire du Canada, et peut-être dans le monde entier, la première fois qu'un gouvernement demande à un gouverneur de banque centrale de démissionner avant la fin de son terme. Mais Coyne, qui est le gouverneur de la Banque du Canada, ne s'est pas privé de critiquer ouvertement le gouvernement. On dirait que c'est lui qui pense qu'il doit conduire toute la politique du pays, la politique monétaire et même la politique tout court du pays. C'est un faible chez les gens d'argent, chez les sommités bancaires, de penser qu'ils sont mis au monde pour faire marcher le peuple à leur gré. Depuis 3 ans, il y a eu beaucoup de critiques de fait contre la Banque du Canada. Le journal Vert demain, qui vous présente cette émission, n'a pas manqué de signaler souvent le mal que faisait à l'économie du pays la politique de restriction du crédit. Et à force de mettre les faits devant le public, on a réussi à faire même des hommes publics, même des ministres, même des députés, même des ministres, premiers ministres provinciaux, à entrer aussi dans la lutte pour une plus grande expansion du crédit. Par exemple, dans les provinces maritimes, nous avons vu nous-mêmes personnellement, plusieurs fois, des députés et même le premier ministre d'alors du Nouveau-Brunswick, l'honorable John Fleming, qu'il ne faut pas confondre avec Donald Fleming. John Fleming nous a reçus et lui-même était opposé à la politique de restriction du crédit. Il a même demandé, au nom de toutes les provinces maritimes, une enquête sur le statut financier du Canada, sur la manière de conduire la finance du Canada, sur la finance canadienne en général. Et on apprend justement que le gouvernement Diefenbaker veut établir une pareille enquête. Cela veut dire que ce sont les pressions qui viennent du peuple, les pressions qui viennent des hommes publics, les pressions qui viennent des journaux, un état d'esprit qui s'établit dans la population qui détermine le gouvernement à agir. Pourquoi, par exemple, Donald Fleming, le ministre des Finances, qui avait critiqué lui-même ouvertement le gouverneur de la Banque du Canada pour sa politique monétaire pendant la campagne électorale de 1958, comment se fait-il qu'il a attendu 3 ans avant d'agir? C'est parce qu'il ne trouvait pas l'idée mûre dans le public. Il ne trouvait pas qu'il y avait une assez grosse demande dans le public pour entamer une pareille action. Dernièrement, il y a quelques mois, jusqu'à des économistes qui se sont mis à leur tour à critiquer le gouverneur de la Banque du Canada. Et alors, le gouvernement a pensé qu'il pouvait entrer en action et avoir la main haute. Quand une idée est mûre, le gouvernement bouge. Ce n'est pas par des élections qu'on le fait bouger. C'est en faisant mûrir les idées. C'est une première leçon à apprendre de cette affaire-là. Maintenant, le gouvernement a carrément déclaré qu'il y aura à choisir entre le gouverneur de la Banque du Canada et le gouvernement lui-même. L'un ou l'autre doit sortir, a-t-il dit. C'est à voir qui est-ce que c'est qui va conduire la politique monétaire du pays. Au fond, qu'est-ce que c'est que la politique monétaire d'un pays? La politique monétaire, cela veut dire quel flot d'argent qui va circuler dans le pays.
Va-t-on mettre beaucoup d'argent, mettre peu d'argent dans le pays? Va-t-on faire la restriction ou la compression du crédit? Le gouvernement réclame le droit de faire lui-même, de déterminer lui-même la politique monétaire du pays. Le gouverneur de la Banque du Canada a l'air de vouloir dire que cela dépend seulement, uniquement, du gouverneur même de la Banque du Canada. Lequel a raison? Je répondrai que ni l'un ni l'autre n'a raison. La politique monétaire du pays ne doit être dictée ni par le gouvernement lui-même, ni par le gouverneur de la Banque du Canada. Certainement que le gouvernement a le devoir d'établir par une loi quel sera le but général de la politique monétaire du pays. Il l'a établi en fondant la Banque du Canada. La Banque du Canada a pour principale fonction de mettre l'argent du pays, la finance du pays, au service de la vie économique du pays. Mais qui doit déterminer la vie économique du pays? Qui doit déterminer la politique monétaire du pays? Je réponds, c'est la population elle-même. La vie économique, c'est l'ensemble des activités qui fournissent les biens et les produits et services pour répondre aux besoins de la population. Qui connaît les besoins de la population? Ce sont les individus eux-mêmes, les personnes, les familles. Ce n'est pas au gouvernement à dicter les besoins de la population. Ce n'est pas au gouverneur de la Banque du Canada à dire quels seront les besoins de la population. Les mères de famille savent ce qu'il faut pour leurs enfants. Les pères de famille savent ce qu'il faut pour leurs entreprises familiales. C'est à la population elle-même de connaître ses besoins et de les exprimer. Et c'est à la production du pays, aux producteurs du pays, à ceux qui produisent les biens, à ceux qui fournissent les services, c'est à eux de servir les besoins de la population. Voilà donc, dans le même cas, c'est toujours la population, deux groupes, si l'on veut dire, les consommateurs, toute la population, qui doit dire ce qu'elle veut, et le groupe des producteurs qui doivent donner à la population ce qu'elle veut. Pour que cela puisse se faire aisément, il faut que les consommateurs, le public, les familles, les personnes puissent exprimer leurs besoins. Comment expriment-ils leurs besoins? Lorsqu'ils n'ont pas d'argent en main, ils ont beau crier, ils ne peuvent pas exprimer leurs besoins. Ça ne sert à rien. Prenez une personne qui n'a rien en main, et pour aller devant le magasin et crier qu'est-ce que c'est qu'elle a besoin, elle ne l'obtiendra pas. Il faut de l'argent en main pour exprimer ses besoins. Cela veut dire que si la population du pays doit pouvoir exprimer ses besoins, qu'elle seule connaît, il faut que les personnes qui composent la population du pays, que les personnes, que les familles aient de l'argent en main. Et c'est un devoir de la Banque du Canada de voir à cela, puisqu'elle est faite pour servir la vie économique du pays. Du côté des consommateurs, il faut que les consommateurs aient l'argent en main suffisamment pour exprimer suffisamment les besoins. De l'autre côté, il faut que les producteurs répondent aux besoins. Pour cela, il faut qu'ils mobilisent du matériel, qu'ils mobilisent de la main-d'œuvre, il faut qu'ils les payent. Il faut donc que la production du pays soit elle-même financée, qu'elle soit huilée pour que le mécanisme aille bien. Qui est-ce qui doit faire ça? Encore une fois, la Banque du Canada. C'est-à-dire comme ça, tout doit venir de la Banque du Canada. La Banque du Canada existe pour cela. Maintenant, l'argent qui va être fourni aux producteurs passe certainement entre les mains du consommateur par l'industrie. Mais cet argent n'atteint pas tous les consommateurs. Il n'atteint que les employés. Les employés ne sont qu'une partie de la population. Pourtant, c'est toute la population qui a des besoins. Cela veut dire tout de suite que la Banque du Canada, pour accomplir son rôle, devrait compléter ce qui manque dans l'argent qui va aux consommateurs. Et du côté de la production, jamais la production ne devrait être entravée financièrement pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs. Que ce soit leurs besoins privés, qu'ils connaissent très bien, que ce soit les besoins publics qu'ils expriment par leurs représentants, dans les municipalités, dans les provinces, dans le gouvernement fédéral, dans les commissions scolaires. Toujours la population qui doit pouvoir exprimer ses besoins, la production qui doit pouvoir servir ses besoins. Et si l'argent fait cela, il accomplit son rôle. Et si la Banque du Canada voit à ce que l'argent fasse cela, elle accomplit sa fonction. On dirait que ça n'a pas été pris par ce bout-là. Aujourd'hui, ce sont les banques qui sont supposées être contrôlées ou bien surveillées par la Banque du Canada. Ce sont elles qui décident si
les producteurs vont avoir de l'argent. Et elles décident ça non pas en fonction des besoins des Canadiens, mais en fonction des profits qu'elles peuvent en tirer. Ça veut dire que la politique monétaire du pays et la vie économique elle-même, à cause de cela, est axée sur le profit de l'argent et non pas axée sur les besoins des Canadiens. Ça veut dire qu'il y a toute une philosophie à changer dans la politique monétaire, dans la politique économique du pays, dans la manière de la concevoir. Voir l'homme comme fin de l'économie, les besoins humains comme fin de l'économie, et l'argent comme but pour faciliter le service de ces besoins. Cela se fera lorsque cette philosophie sera entrée dans la tête de la population et lorsqu'elle sera transmise au gouvernement par une pression de la part de la population. On comprend cela mieux dans d'autres domaines. Par exemple, va-t-on dire que lorsque vous avez besoin de courant électrique, c'est l'Hydro-Québec ou bien une autre centrale électrique qui va décider si vous aurez du courant ou non? C'est vous qui savez ce que vous avez besoin de courant, par exemple, pour préparer votre cuisine. Ce n'est pas déterminé, ça par l'Hydro-Québec, ni par aucun autre expert, ni par aucun autre technicien. Les techniciens sont faits pour servir, pas pour établir les buts. Les buts doivent surgir de ceux qui ont des besoins. Et les techniciens, quels qu'ils soient, que ce soit des fournisseurs d'électricité, des fournisseurs de vapeur, des fournisseurs d'argent, les techniciens doivent avoir à accomplir leur rôle qui est de servir, de fournir, non pas de dicter encore une fois, mais de servir. Eh bien, il y a là, comme vous voyez, toute une affaire à retourner. On n'a pas placé les besoins comme but de l'économie, on n'a pas placé encore la personne humaine au fait où elle doit être au fait des choses visibles. On place l'argent en haut, les politiciens juste au pied de l'argent, et le peuple, lui, eh bien, comme ça pourra. Ça n'est certainement ni une démocratie politique, ni une démocratie économique. C'est une caricature de la démocratie politique, et c'est la négation complète de la démocratie économique. La démocratie, vous savez, on dit que c'est pour voter. Eh bien, dans la démocratie économique, le monde pourra voter lorsqu'ils auront de l'argent en poche. C'est-à-dire lorsqu'ils pourront voter pour les produits. Et les produits qu'ils auront votés leur viendront dans leur maison, et la production fera d'autres produits pareils. Ce sont eux qui dirigeront l'économie. Il y aurait bien des choses à dire sur ce sujet. Le journal vers demain vous en explique à l'année longue. Lisez-le. Je vous remercie et vous souhaite le bonsoir, mes bien chers amis.